je me présente vite fait. Donc je suis Lucie Catalano, je suis à l'EGA depuis 1 an et demi et je suis chargée des partenariats. Et je suis également archiviste professionnel. Voilà. Donc, ce qu'on va voir pour l'instant au niveau du sommaire, donc d'abord les spécificités généalogiques d'un peuple victime de génocide, donc avec un bref historique de la diaspora arménienne et une présentation de nos actions. Ensuite, on ira dans le vif du sujet avec l'avenir de la généalogie arménienne et on finira par 20 minutes de questions-réponses. Alors, effectivement, pour comprendre la complexité spécifique au peuple génocidé en termes de généalogie, et là en l'occurrence du peuple arménien, il faut juste faire un petit retour en arrière pour comprendre un peu toute cette complexité qui pourrait vous inspirer sur d'autres sujets. Mais ce qu'on présente là, ça pourrait très bien marcher aussi pour le Rwanda, d'autres peuples génocidés. Donc, en termes on est obligé de regarder un petit peu la géographie et l'histoire, sans rentrer trop dans le détail parce que le temps nous manque. Mais si on regarde cette carte, on a là une présentation dans la partie encerclée en bleu. Je ne sais pas si vous voyez la souris sur l'écran. Vous la voyez sur l'écran ou pas? Non, c'est pas grave. Il faudra peut-être éteindre la lumière. Non, mais on va faire comme ça parce qu'il y a une caméra qui tourne. Là, dans cette slide, on a en rouge la position de l'Arménie actuelle, avec Yerevan dans cette partie-là. Et puis en bleu, on a la position de l'ancienne Arménie, de l'Arménie historique de la Grèce. Voilà, au début de notre ère. Voilà où est l'Arménie actuelle en rouge et l'Arménie historique en bleu. En 2 mots, vous voyez que l'Arménie historique, ça allait de la mer Caspienne jusqu'à la Méditerranée, avec l'angle, avec l'Anatolie qui est là. Concrètement, c'était un empire déjà extrêmement conséquent. Et au début de notre ère, et maintenant, c'est une toute petite zone avec sa capitale Yerevan, quelque part au milieu de l'ellipse rouge. Pour aller droit au but, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça c'était l'Arménie au départ, et puis un très grand empire s'est créé par-dessus tout ça, qui est l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est tout ce que vous voyez en marron, que ce soit assuré ou pas, peu importe. C'était l'Empire ottoman. Donc pour vous donner une petite idée de la porte de l'Italie, on voit là, en face de la botte, jusqu'aux frontières entre le Maroc et l'Algérie. En termes de pourtour, rien que ce pourtour méditerranéen, ça fait à peu près 17 000 km de côte. Autrement dit, pour vous donner un autre ordre de grandeur, tout déployé, c'est comme si vous alliez à Jakarta, de Marseille à Jakarta, en passant par le canal de Suez, bien sûr. C'est pour vous dire l'immensité de cet empire, en termes de kilomètres de côte, rien que sur la Méditerranée. Et puis vous voyez la mer Rouge, etc., l'Arabie Saoudite, le Golfe Persique. Cet empire immense est venu s'installer sur d'autres, sur toute cette terre, parce que les Ottomans, c'était un peuple extrêmement guerrier. Ils passaient leur temps à guerroyer. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant. Techniquement parlant, les Arméniens, comme d'autres ethnies absorbées par cet empire ottoman, les Arméniens, eux aussi, n'avaient pas le droit de faire la guerre. Ce qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des armes sur eux. Donc les Arméniens, comme d'autres ethnies, ont travaillé, créé des richesses. C'était eux aussi un peuple de travailleurs, de commerçants dans l'âme. Et c'est là qu'arrive l'information. Donc, à certaines époques, les Arméniens pouvaient se déplacer dans cet immense empire. Et donc, mais d'où vient ma famille arménienne? Waouh, ça peut venir de tout l'empire ottoman, puisque les Arméniens pouvaient se déplacer dans leur empire, entre guillemets. Voilà. Donc, déjà, ça donne une première complexité. Vous vous doutez bien que au-dessus du cercle rouge, il y a la Géorgie. La Géorgie, c'est un autre alphabet. Il y a l'Irak, l'Iran, etc. Enfin, dans toutes ces zones-là. Voilà. Mais ça peut aller un petit peu jusque dans les Balkans, etc.
Et puisqu'on parle de Balkans, la Première Guerre mondiale arrive, voilà, François Ferdinand, etc., Sarajevo. La Première Guerre mondiale arrive, et puis, après plusieurs hésitations, les Ottomans décident de s'allier avec l'Allemagne. L'Allemagne, l'Empire, cet empire, enfin, l'Axe, etc., tout ça se perd la guerre. Et donc, des dommages de guerre, bon, je vais aller rapidement sur cette partie-là, mais entre autres, tout l'Empire ottoman se rétrécit sur lui-même en termes de dédommage de guerre, par exemple. C'est là que la France prend des positions au Liban, en Syrie, les Anglais en Iran, en Irak, etc. Enfin, bref, l'Europe, on va aller rapidement là-dessus, mais à la fin de la Première Guerre, l'Europe prend des positions, ce qui ne plaît évidemment pas aux Ottomans, qui étaient un peuple de guerriers, qui tout d'un coup se trouvent démunis, parce que, bon, ils passaient leur temps à faire la guerre, et les bras, entre guillemets, c'est plus compliqué que ça, mais les bras ballants, et surtout repliés sur une zone, puisque, je n'ai pas de laser, mais en gros, plutôt dans la partie de l'ellipse bleue et ses environs, tous les Ottomans qui étaient partout dans cet empire se retrouvent finalement ramenés dans cet endroit. Ça avait commencé avec le siège de Vienne, bien évidemment, mais la Première Guerre mondiale fait encore des complexités. Et donc les Ottomans, pour le dire en 2 mots, on ne va pas faire de la politique à cette heure-là, mais veulent réécrire l'histoire, et le gouvernement jeune turc de l'époque décide, dans un mouvement d'extrême sentiment nationaliste, ça nous rappelle quelque chose, décide de réécrire l'histoire, et décide finalement de renier tout ce qui n'est pas purement ottoman, pour le dire avec d'autres mots, pour ce qui n'est pas purement musulman. Or, les Arméniens, c'est l'une des premières religions au monde qui adopte la Bible. Voilà. Donc ça crée des conflits de jalousie, des Arméniens qui ont créé des comptoirs, des richesses, ça crée des conflits historiques, puisque bon, avant il y avait un empire immense, les Vlads, tout cela, ça crée des conflits de confession, etc. Bref, les Arméniens se font massacrer, littéralement massacrer, après la Première Guerre mondiale, pour retenir les dates. Donc, on arrive à cette situation en termes de date. C'est peut-être un peu petit pour vous, mais en gros, on voit que de 1920, pour aller à l'essentiel, à 1930, par là, il y a une exode énorme des Arméniens, entre autres vers la France. La France était un allié historique de l'Arménie depuis, et même avant, mais entre autres depuis les croisades. Voilà. Donc, les Arméniens fuient par la mer, il n'y avait ni TGV, ni Concorde, ni quoi que ce soit, tout ça bien évidemment. Donc ils fuient par les mers, et entre autres, ceux qui fuient par la Méditerranée, ils arrivent dans une des premières terres libres vraiment amies, à Marseille. Et là ils vont devoir s'adapter, trouver du travail, etc. Donc, tout ceci pour arriver en fait à cette situation de la diaspora dans le monde. Comme vous pouvez le voir, donc, il y a une concentration effectivement des Arméniens autour de l'Arménie, ce qui est normal, mais également vous en avez en Amérique, vous en avez en Asie, etc. Vous en avez sur la totalité, presque la totalité du monde. Pas beaucoup en Afrique, mais globalement, on est répartis partout. Et s'il y a bien un chiffre à retenir, c'est parmi justement ces 12 millions d'Arméniens, vous en avez seulement 3,3 millions qui vivent en Arménie. Ça illustre bien justement une diaspora mondiale. Et donc, qui dit diaspora mondiale dit forcément, si on veut faire des actions, et notamment en généalogie, il faut qu'on soit actif dans un maximum, disons, de villes de la diaspora, ou en tout cas qu'on ait des relais dans un maximum de zones de la diaspora. Ce qui fait que, du coup, nous sommes une association internationale et du coup, on travaille essentiellement à distance, en ligne. De cette situation, donc, on arrive à un constat, c'est que si on veut faire de la généalogie arménienne,
il faut qu'on aille dans, comme on l'a vu tout à l'heure, dans un maximum de pays dans le monde. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça entraîne comme situation? C'est que ça entraîne de beaucoup de documents en langue étrangère et dans beaucoup d'alphabets, notamment arménien, russe, turc, etc. Donc, forcément, nous, ça nous oblige à avoir, dans ce cas-là, des compétences linguistiques. Qui dit, par contre, diaspora partout dans le monde, par contre, dit ça a l'avantage d'avoir beaucoup de documents pour pouvoir retracer cette histoire des Arméniens. On en a partout en France, mais également partout dans le monde. Le désavantage, c'est du coup, ça peut entraîner des difficultés d'accès aux archives, notamment par le biais des différentes réglementations dans tous les pays. On n'est pas tous sur l'immédiate communicabilité des archives comme en France. Mais également, ça peut aussi entraîner des difficultés d'accès liées à des documents qui ne sont pas forcément, qui sont abîmés, qui sont dans des états de conservation pas déplorables, mais pas très loin, et qui ne sont pas forcément numérisés, qui ne sont pas forcément en ligne. Et donc, dans ce cas-là, nous, on n'y a pas forcément accès. C'est valable pour les documents comme les actes d'état civil, mais également comme d'autres documents qui peuvent nous servir pour retracer l'histoire de l'Arménie. De ce constat, on en vient justement à nos ambitions. Donc, nos actions, elles sont triples. On a d'abord sauvegarder le patrimoine documentaire familial arménien. Donc ça, c'est tout simplement parce qu'on va aller dans les centres d'archives, on va aller collecter les actes d'état civil, mais comme je le disais, d'autres archives qui peuvent être témoins de l'histoire, comme les passeports Nansen, etc., etc. La deuxième action, c'est centraliser l'information pour la rendre accessible au plus grand nombre. On l'a vu, la diaspora arménienne est partout dans le monde, donc on est obligé aussi de la rendre accessible à tout le monde. Pour cela, donc, on va créer une base de données, donc des actes d'état civil, mais également des archives qu'on a pu collecter, en accès libre, gratuite pour tous. Ce qui serait merveilleux, c'est qu'elle soit en plus en multilangue, c'est notre objectif en tout cas, et donc qui dit multilangue dit en multi-alphabet. Et donc pour ça, on va aussi énormément insister sur la recherche. On va la faire de plus en plus détaillée, notamment par des recherches de lieux par nom, mais également par coordonnées géographiques. Et puis notre troisième action, c'est faire rayonner l'histoire de la diaspora. C'est la valoriser, c'est la faire connaître. Et pour ça, on a une cellule qui s'appelle donc la cellule Culture Histoire des familles et qui est là pour écrire des articles donc sur des archives en particulier ou sur des points de l'histoire notamment qu'on veut aborder. Tout ça en lien justement avec les archives qu'on a pu collecter dans les centres d'archives. Alors pour mettre en place cette base de données internationale, on a d'abord besoin donc, de faire une stratégie de collecte de données. Donc moi je me souviens quand j'ai commencé la généalogie il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup moins de données disponibles. On devait parcourir les archives départementales et aller dans les différentes communes pour pouvoir avoir des actes d'état civil. Et on était bien content de pouvoir faire son arbre généalogique qui était en fait une succession d'actes d'état civil. C'est un peu inconciliable avec la généalogie arménienne qui demande en fait de multiplier les différents types de documents qui sont autant d'indices pour la généalogie, puisque une grande partie donc, des documents arméniens ont été perdus. Donc il y a une vingtaine d'années, les associations étaient d'une aide précieuse puisqu'elles avaient elles-mêmes indexé les états civils, elles possédaient leur base de données, voire avaient des registres, des copies de registres. Mais il y a eu un tournant, c'est que les
archives départementales ont compris en fait l'intérêt du public pour la généalogie et aussi pour la sauvegarde du patrimoine. On commençait donc à numériser et mettre en ligne leurs documents. Et donc maintenant on a en ligne des tests civils, des recensements, des fichiers de matricule, etc. Et donc finalement l'attrait pour les associations est devenu un peu moins grand parce que les personnes peuvent faire à distance leur généalogie. Donc pour nous, notre stratégie, c'est déjà, on est une nouvelle association, donc on va indexer déjà donc, ce qui est mis à disposition par les archives départementales, et donc on va essayer d'indexer ces documents. Et on a tout intérêt donc à faire des recherches de documents qui sont inédits, des archives généalogiques qui sont pour nous donc, spécifiques sur les Arméniens ou sur les étrangers en France. Par exemple, les passeports, les certificats Nansen, les demandes de naturalisation. On a commencé donc des collectes de données donc, à Paris, à la bibliothèque Noubar, correspondant au fond de l'Office des réfugiés arméniens, à Marseille sur les certificats Nansen, et aussi sur les Arméniens qui ont été s'installer en URSS en 1947. Donc notre ambition, c'est de faire une base de données pour la France déjà, et ensuite de centraliser aussi, de commencer cette collecte dans les autres pays de la diaspora. Alors, tout ça, ça nécessite d'établir des partenariats, c'est vrai pour toutes les associations, vous allez me dire, de généalogie, convaincu de l'immensité de l'œuvre que l'on doit remplir. Ça serait toujours plus sympa, l'union fait la force, d'essayer de travailler entre associations. Je pense entre autres à Agnès, à Jean-Marie dans la salle, par exemple, on en a déjà un peu parlé, Family Search, etc. Donc en termes d'avenir et de partenariat, pour sauvegarder rapidement le patrimoine, parce qu'il y a vraiment des patrimoines papier qui se détruisent très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Les archives départementales ou nationales ne peuvent pas tout faire en même temps, y compris dans les églises. C'est un sujet encore plus pointu dans les églises, mais on se dit que si les associations généralistes, et particulièrement l'association RIGA, puisque les sources ecclésiastiques sont des sources immenses, même si on n'y a pas accès, si au moins on formait des bénévoles à la numérisation, à l'indexation pour les mettre à disposition de l'Église, et c'est pas une idée sortie comme ça tout d'un coup, une après-midi sur le coup des 16 heures, il y a déjà des prêtres qui m'en ont parlé, des prêtres arméniens, parce qu'ils ont les mêmes soucis, et si on ne numérise pas ça, je dirais presque peu importe qui s'en sert des archives, mais au moins de sauvegarder ce patrimoine. Donc voilà quelque chose qui peut aussi intéresser d'autres associations pour faire la même chose dans leur spécialité. On peut établir, l'idéal, ça serait d'établir des partenariats de sauvegarde avec les archives municipales, départementales, nationales, bien sûr. Et pourquoi pas de s'associer avec des éditeurs de logiciels. Mais oui, ça c'est un truc sur lequel on devrait tous réfléchir. On met chacun ça dans sa base de données à soi, y compris nous. Mais peut-être que si on avait une base de données en termes de format plus unifié, quelque chose utilisé par exemple, je dis n'importe quoi, par l'état civil, je n'ai pas d'exemple précis en tête, eh bien peut-être qu'on pourrait s'échanger plus facilement des infos entre nous, parce qu'on aurait un support non seulement à jour, parce que maintenu pour des collectivités, c'est des choses sur lesquelles ça vaut le coup de se poser la question. Et de toute façon, voilà, s'unir, je ne sais pas si le mot ONG va bien, mais s'unir entre associations, parce que collecter ensemble, indexer ensemble, ça nous donnera beaucoup plus de puissance, de pouvoir, avant que des Américains, par exemple, rachètent des associations,
n'importe quoi, comme GNAD, tout ce que vous voudrez, peu importe si l'exemple est valable, avec nos propres données qu'on a indexées patiemment pour le compte de ces organisations-là, qui maintenant sont indexées. Voilà, ça vaudrait peut-être le coup de se poser la question de comment se regarder tout ça. Créer des partenariats, Laurent en a parlé, on s'est associé avec la bibliothèque du Bar à Paris, qui appartient à l'UGAP, et puis on s'est associé aussi avec une association qui est à la fois à Yerevan et en Russie, qu'on côtoie, on fait des visioconférences avec eux régulièrement. Pour l'anecdote, il y a des Ukrainiens qui traduisent tout ça, le russe, etc. Tout ce monde-là ensemble. C'est assez extraordinaire ce que la généalogie apporte comme paix. Donc créer des partenariats et trouver des bénévoles en réseau, dans le monde entier, puisque Lucie vous l'a bien fait voir, si on veut vraiment avancer dans la généalogie arménienne, il n'y a aucune autre solution que de se mettre en réseau mondial. C'est pas en disant tiens, il voit les choses, on prend, c'est qu'on n'a pas le choix. Les papiers de tel petit-fils, ils sont peut-être à Los Angeles, les papiers de son grand-père, ils sont peut-être à Marseille, et de son arrière-grand-père à Constantinople. Bon, voilà, on ne peut pas aller dans tous ces archives soi-même. Par contre, de travailler avec des bénévoles, mais c'est notre spécificité. Nous avons des bénévoles, alors pas encore dans tous ces pays, bien entendu, puisque nous sommes très jeunes, hein, ça fait 3 ans qu'on est là, mais voilà, dès qu'il y a un bénévole qui vient d'un de ces pays marqués là-dessus, on l'accueille à bras ouverts, surtout avec sa langue, et puis on se débrouille, comme on a des compétences de traducteurs, d'interprètes dans notre association, pour pouvoir travailler tous ensemble. L'idée finale, ça serait de créer des antennes RIGA dans les principales villes, pays de la diaspora. Là, c'est un peu loin pour tout le monde, mais entre autres, on voit qu'il y a une diaspora énorme en Ukraine. Voilà, beaucoup d'Arméniens, de personnes d'origine arménienne sont en Ukraine. Bon, maintenant, c'est encore plus compliqué. Ça va encore compliquer les recherches généalogiques, mais bon, il y en a en France énormément. En Géorgie, etc., en Russie, bien sûr, aux États-Unis, et puis même, vous voyez, même en Argentine, etc. Donc notre idée, c'est de parler non seulement toutes ces langues, mais d'avoir des gens sur place pour aller chercher dans ces centres d'archives. On n'a pas le choix. Alors, les réseaux sociaux aussi sont une bonne façon de recruter des bénévoles. Alors il y a de multiples utilisations des réseaux sociaux en généalogie. Par exemple, pour la recherche de personnes vivantes, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Par exemple, moi j'ai de la famille arménienne qui est aux États-Unis et j'ai pu, grâce à Facebook, retrouver la plupart des personnes. Une autre application, quand on fait des recherches généalogiques sur un ancêtre commun et qu'on trouve des cousins, c'est bien de créer par exemple une page Facebook sur laquelle en fait il a invité justement les cousins qu'on a découverts. Ça permet en fait de fédérer autour d'une recherche commune et de faire et d'améliorer en fait l'échange entre les personnes. C'est plus un échange d'une personne à une personne, mais c'est un échange d'un groupe et ça permet donc une émulation en fait au sein des personnes. En agrandissant le groupe, on trouve donc des groupes comme le groupe Généalogie en France, où on peut trouver donc des experts en fait sur des lieux ou des domaines particuliers de la généalogie. Donc pour les Arméniens, on a 2 groupes principaux. Le groupe de généalogie arménienne où on essaye de répondre nous régulièrement. Et il y a un groupe international de Arménienne Généalogie. On peut faire donc du recrutement par les réseaux sociaux justement sur ces groupes en ayant contact avec les personnes et aussi en utilisant des réseaux sociaux qui sont un peu plus spécialisés dans le domaine comme LinkedIn.
nous, au relais international de la généalogie arménienne, on a un projet actuellement sur les réseaux sociaux. On envisage de recruter un influenceur arménien. Donc c'est pas un influenceur mode, hein, c'est un influenceur qui est spécialisé dans la culture et dans l'histoire arménienne. Et cet influenceur, donc, son rôle, ce serait de poster des messages réguliers sur l'histoire arménienne, sur l'actualité arménienne, sur la culture, et de rendre compte en fait des activités de Riga. Le but, c'est de créer une communauté dans les réseaux sociaux pour gagner en visibilité et donc par ce biais d'attirer des bénévoles, d'être crédible auprès de subventionneurs, de permettre de faire des appels de dons et c'est un avantage aussi pour faire des partenariats. Une fois que ces bénévoles sont recrutés, la difficulté c'est de les garder en fait au sein des associations. Donc nous on a le cas de personnes qui s'inscrivent chez Riga et qu'on voit 2 ou 3 mois et après qui disparaissent des radars. Donc on s'est dit qu'on avait au sein de Riga des talents en fait dans divers domaines, des personnes qui étaient douées en communication, d'autres en ressources humaines, d'autres bien sûr en informatique et plus spécifiquement bien sûr dans la généalogie arménienne ou dans les langues orientales, et les Arméniens, les différents dialectes arméniens, le russe, etc. Donc on s'est dit qu'on pourrait créer des formations. Et ces formations, on pourrait les dispenser à nos bénévoles en contrepartie des actions qu'ils mènent dans l'association. Une fois que ces formations sont rodées, on peut même envisager de les dispenser à un public extérieur et ça contribuerait au financement de l'association. Puisqu'on parle de financement, en toute association, oui, on peut vendre de la formation, comme vient de le dire Laurent, sur la généalogie arménienne et toutes ses spécificités, mais on peut aussi financer les associations par de l'aide à la généalogie successorale. Et tenez-vous bien, nous avons déjà été contactés 2 fois, 2 fois c'est pas énorme, mais bon, par des professionnels, des grands cabinets de généalogie successoraux qui nous ont dit vous êtes spécialiste de la généalogie arménienne, hein? Ben, allez, à vous, trouvez tout ça, voilà ce qu'on cherche. Évidemment, ce sont des cabinets qui vont chercher d'abord en France, hein, ils savent faire, c'est leur métier, mais quand ils vous appellent, c'est pour chercher à l'étranger. Hein, c'est plutôt pour trouver l'arrière-petit cousin en 3e degré pour léguer un bien qui est en France. Hein. Et ça met en exergue notre possibilité d'investiguer. On vient encore de recevoir une commande, là, le temps de répondre, c'était avant-hier. Et voilà, pour investiguer, chercher des gens dans notre réseau, on a des contacts, comme je le disais, en Ukraine, en Russie, en Arménie bien évidemment, même en Géorgie, au Canada, et j'en passe. Donc avec ce réseau, on arrive, et avec nos partenaires, voilà, aux États-Unis, on arrive à trouver des informations, des actes, parce qu'on ne pourrait pas du tout trouver nous-mêmes puisqu'on est en France. Et ça, je pense que ça serait vrai aussi pour des associations. Enfin, déjà toute association qui est spécialisée sur les peuples génocidés. Et évidemment, la façon de se rémunérer, quand on s'adresse à des professionnels, c'est de suivre leur tempo, hein, c'est des frais de dossier, voilà, comme d'habitude, et puis une quote-part, un tantième sur le propre tantième que récupèrent ces grands cabinets. Quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler avec ces gens-là. Donc, puisque la généalogie arménienne est compliquée, et puisqu'il faut être dans le monde entier, ben là on a un atout vis-à-vis de ces grands cabinets, surtout qu'on parle beaucoup de langues dans notre association.
et qui ne savent pas faire, parce qu'ils ne peuvent pas être partout eux-mêmes. Encore une fois, ça pourrait être la même chose si on faisait de la généalogie du Rwanda ou d'autres peuples. Alors, une autre idée de financement, c'est se financer en faisant de la généalogie familiale. Donc le cas arménien est assez complexe. Donc on imagine que les personnes qui font leur généalogie vont avoir des barrières de pays ou de langue. Et donc on imagine qu'ils pourraient nous missionner pour faire leur recherche à leur place. Soit de la généalogie ascendante ou descendante, ou simplement des recherches ponctuelles d'actes. Donc nos résultats, les résultats qu'on pourrait leur donner, c'est soit des rapports généalogiques, ou on pourrait même leur proposer des arbres généalogiques personnalisés. Et puis, toujours dans l'aspect financement, ou même si on le fait gratuitement, dans l'aspect service, quand on voit la quantité de langues que la généalogie arménienne exige, de par la carte que Lucie vous a montrée tout à fait au début, on a, en termes de généalogie arménienne, un savoir-faire que l'on pourrait mettre à disposition, voire vendre, commercialiser, et pourquoi pas aller chercher des documents dans des centres d'archives, et puis les traduire soit en russe, soit en arménien, soit en géorgien, etc., etc. Pour vous donner une petite idée de ce qu'amène la généalogie arménienne, on manipule pour y arriver, c'est une obligation. 6 alphabets, c'est là qu'on se rend vite compte que sans se mettre en association, on ne peut pas y arriver seul. Quand vous parlez à des Arméniens, vous leur dites alors, bon, moi je vais faire ma généalogie, et ils ont essayé, vous dites, mais laisse, tu n'y arriveras jamais, j'ai déjà essayé. Et oui, tout seul, ne peut pas y arriver, quoi. Comment voulez-vous dans les centres d'archives du monde, quoi. Et puis on ne parle pas toutes les langues, quoi. Mais là, vous voyez, on manipule 6 alphabets, le géorgien, il faut le voir écrire pour le croire, le cyrillique, l'arménien, le grec, tout ça c'est mandatorique, enfin, obligatoire pour notre généalogie, quoi. Et puis en termes de langue, il y a au moins 3 arméniens. Il y a l'arménien occidental, parlé par la diaspora, l'arménien oriental, plutôt parlé du côté de Yerevan, de la Russie, etc. Le russe, incontournable, vous l'avez vu dans la carte de Russie, bien évidemment le passe-partout, l'anglais, le français, oui en France, l'ukrainien, le géorgien, l'espagnol, le turc, l'osmanli. On est obligé de travailler avec de l'osmanli. L'osmanli, c'est le turc ancien, le turc qui était écrit en écriture arabe. Voilà. Il y a 3 semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit attends, bouge pas, je vais te traduire du turco-osmanli vers l'anglais parce qu'il ne sait pas le français. Je dis ben, c'est pas grave, après je referai la traduction de l'anglais vers le français. Donc c'est une réalité tout ça. Etc. Des langues ecclésiastiques, le latin, le kravar, la langue des églises arméniennes. Donc, vous voyez, juste pour le fun, sur un cercle, on a matérialisé 12 points. Les plus sombres, qui sont les 12 principales langues, je sais qu'il y en a d'autres qui à la généalogie arménienne. Et puis on voit là les combinaisons de la langue N vers toutes les autres langues. On voit un peu le nombre de combinaisons que ça fait si on prend simplement 6 langues, je rappelle, 6 langues qui s'expriment potentiellement, 12 langues qui s'écrivent potentiellement dans des alphabets différents. Vous voyez un peu le nombre de combinaisons époustouflantes que ça fait. Et là, ça, on peut très bien, voilà où on peut aider à la généalogie arménienne, voilà où on a une spécificité par rapport à des cabinets de généalogie successorale, et voilà où on pourrait très bien, en termes d'avenir, puisque le thème de ce salon aujourd'hui, c'est l'avenir de la généalogie, et donc pour la généalogie arménienne, voilà des choses que l'on pourrait commercialiser auprès de professionnels aussi. On quitte le volet financement de l'associatif pour parler donc d'un aspect plus historique et mémoriel. Donc il nous semble essentiel, et surtout pour un peuple qui a subi un génocide, de mettre un contexte
historique avec la généalogie. Donc comme disait Lucie tout à l'heure, on a créé une cellule histoire et culture au sein de notre association pour permettre l'écriture d'articles de généalogie sur l'histoire. On établit aussi un partenariat avec l'université à Paris, l'Institut catholique de Paris, qui ont fait venir donc de cette école des stagiaires universitaires qui nous font des articles qui sont publiés sur notre site internet. Une fois que notre base de données aussi sera au point et alimentée avec nos données, on envisage bien évidemment les données de les laisser à la disposition de chercheurs. Donc on œuvre sur la formation universitaire et aussi on souhaite aussi effectuer de la transmission pour les plus jeunes. Alors en parlant de transmission, de devoir de mémoire, il y a un truc sur lequel on ne pense pas forcément, c'est de laisser des témoignages, qu'ils soient écrits ou oraux, et pour ça il y a une profession qui entre autres s'appelle des biographes, des gens qui savent écrire des histoires de famille. Et vous voyez, quand on était à Paris, au salon de Paris, dans le 15e, j'étais étonné de voir si peu de biographes sur les stands pour la généalogie. Alors pour la généalogie arménienne, c'est fondamental de travailler avec des biographes, si vous en connaissez, je ne vous l'ai pas dit, mais envoyez-les nous. Parce que, concrètement, il faut se rendre compte d'un truc. On parle d'un peuple au départ traumatisés, ils ne sont pas arrivés à Marseille touristes, malheureusement, des génocides, des choses effroyables, et parler les générations du départ, les grands-parents, maintenant les arrière-grands-parents, parler de ce qu'ils ont vécu à leur enfant, c'est pas possible. On ne peut pas parler à son enfant d'un traumatisme que l'on a vécu soi-même. On veut rester fort, etc. Point de suspension, nous sommes tous parents. Mais par contre, parler à un étranger dont le métier est de capter ces histoires, de les enregistrer, de les transposer, de les écouter, de rebondir là-dessus, ça c'est beaucoup plus imaginable. Donc, il faut travailler avec les biographes et à mon avis, toute association confondue. Voilà. C'est particulièrement utile pour la généalogie arménienne parce que, comme le disait Laurent, malheureusement, par le génocide, énormément de papiers ont été savamment détruits pendant le génocide. Le principe du génocide, c'est de détruire le présent, le futur, et puis de passer tant qu'à faire. Donc, les témoignages oraux, c'est quelque chose de fantastique à collecter. Et puis, toujours dans le terme de la transmission, ce que l'on veut pouvoir faire, c'est d'impliquer les enfants, parce que le meilleur avenir de la généalogie, c'est d'impliquer aussi les générations suivantes. Et pour ça, à notre avis, pour y avoir un petit peu réfléchi, j'ai noté des gens au début, lundi, quand on s'est tous présentés, mais d'aller dans des écoles pour parler de la généalogie à travers des ateliers simples, dès la classe de CM2, des 10 ans, quoi, à peu près, le génocide est officiellement au programme, donc c'est pas quelque chose d'interdit, de tabou, loin de là pour l'éducation nationale, depuis 2015, voilà, c'est souligné. Donc, sans aller traumatiser les enfants, c'est pas l'objet, mais vous voyez, de faire quelques petits ateliers de généalogie, leur apprendre à remplir un arbre, etc., en salle de classe, fut-il leur offrir un petit cadeau à la fin de ces ateliers. L'idée serait que de solliciter les enfants pour que les enfants aillent voir mamie ou papy, ou non, papy, parle-moi un peu de tes grands-parents. Papy, mamie, parle-moi un peu de tes grands-parents à toi. Qu'est-ce qu'ils étaient? Là, ça mémorise toujours tout de suite des souvenirs d'arrière-grands-parents. On découvre la richesse. Et alors en termes de transgénérationnel, il n'y a rien de plus beau, quoi. Un
jeune de 17 ans qui va voir Mani pour lui parler de ça. Il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on appuie en termes d'association généalogique pour s'approcher des écoles. Et alors pour la généalogie arménienne, c'est obligatoire, puisque récolter ces témoignages directs à l'intérieur de la famille, voilà, c'est quelque chose en plus de totalement équitable. Demander à un parent d'aider sur un devoir de mécanique quantique, c'est pas toujours facile, mais demander à un parent de parler de ses parents, c'est équitable. Ça, oui, donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Nous, c'est notre credo. Alors, notre activité dans l'esprit mémoriel qu'on peut développer, c'est le tourisme généalogique. Alors, cette activité peut prendre différentes échelles. Le plus simple, c'est simplement de préparer des bilans pour les différentes villes de la communauté arménienne, donc par exemple les villes de Paris, Marseille et Lyon. Et sur ces bilans, on rappellerait donc un historique de l'installation des Arméniens dans la ville, et aussi par différentes stations dans la ville, on expliquerait donc les différents lieux importants pour les Arméniens. Alors, par exemple, pour Marseille, on pourrait prendre comme station les îles du Frioul, où les Arméniens étaient en quarantaine avant de débarquer à Marseille. Ça peut être le camp Odo, où c'est le principal camp de réfugiés où les Arméniens habitaient à Marseille. Ça peut être les cathédrales aussi apostoliques, etc. À partir de ces bilans, on peut imaginer donc organiser des visites guidées dans ces villes. C'est des choses déjà qui se font. Il y a une association à Marseille qui fait donc ce genre de visites guidées cette année, je crois, ou l'année dernière. Et pour aller plus loin, on peut même faire des partenariats avec des professionnels du voyage pour proposer des voyages organisés spécifiquement sur la généalogie. Donc, on imagine dans ces voyages allier en fait le côté mémoriel. Donc, les personnes iraient donc sur les lieux où leurs ancêtres ont vécu et également pourront avoir des activités plus touristiques en même temps. Voilà, maintenant nous allons enchaîner sur le volet donc, de ce que l'innovation peut apporter à la généalogie. Donc, je vais essayer d'être rapide parce que vous avez déjà eu un atelier sur le sujet, sur l'intelligence artificielle. Donc, actuellement, donc, la reconnaissance de caractères, l'OCR, et pour les caractères manuscrits est en bonne voie. Donc, il y a des projets qui sont comme le répertoire de Voltaire, où vous avez vu aussi, je crois, au début de semaine, sur les recensements qui commencent à bien fonctionner. Nous aussi, Sandra Ricard, on a testé donc, cette technologie-là. Et on s'est rendu compte que quand même, il y avait une difficulté principale, c'était le temps que la machine, en fait, l'apprentissage de la machine des caractères, et que dans les registres, souvent, c'est pas une seule personne qui écrit, et donc à chaque changement d'écriture, on devait réapprendre à la machine en fait à reconnaître les caractères pour avoir un bon taux de reconnaissance. Mais c'est quand même donc une technologie vraiment d'avenir qui, je pense, dans quelques années, va porter ses fruits. Pour l'écriture arménienne, il y a aussi la même chose en fait. Donc là, je vous ai mis donc dans la première diapositive une écriture arménienne manuscrite et qui retranscrit donc en noir, en blanc sur noir, en caractère
par l'OCA. Donc cette même technologie donc, est appliquée donc, pour l'écriture arménienne et a les mêmes résultats intéressants pour l'avenir. Donc il y a aussi tout ce qui est traitement d'image. Donc c'est tout ce qu'utilise par exemple MyHeritage dans leur colorisation d'images, les animations de 3D des photos. On peut faire aussi du vieillissement de photos, du rajeunissement de photos. Et on peut également faire donc, de la recherche par image. Donc, par exemple, il y a FineFace qui est une start-up russe. Elle a fait une expérience en fait de prendre des photos de personnes dans la rue et de rechercher donc, les photos sur Internet. Et pour les jeunes qui sont beaucoup sur Internet, ils ont eu un taux de reconnaissance des personnes et ils ont retrouvé les profils de personnes, des jeunes de la tranche d'âge 20-25 ans, à 50 ou 60%. Il y a aussi Family Search qui utilise donc cette technologie pour leur comparateur de photos. Et ils comparent pour l'instant leurs photos et une base de données, sa propre base de données, pour établir la ressemblance à partir de personnes célèbres. Et on peut imaginer donc cette technologie d'avoir une base de données en fait de personnes avec les photos des ancêtres et de faire des recherches par photo. Alors, toujours en termes de solutions qui peuvent paraître innovantes, il y a quelque chose, bon, Valérie a dû nous quitter, fort malheureusement pour elle, mais ça devait parler d'ADN, mais justement l'ADN est quelque chose d'extrêmement intéressant dans la généalogie des peuples génocidés, donc des Arméniens. Alors je voudrais faire un petit clin d'œil dans cette salle très personnelle, vous pouvez m'excuser, mais j'ai testé ça avec ma sœur chérie qui est dans la salle, qui vient de Brest, Muriel, voilà. Et justement, venir de Brest, je pense qu'elle n'est pas à l'aéroport, et justement, la généalogie ADN, je l'ai testée, comme vous certainement. Bon, j'ai trouvé des résultats extrêmement intéressants dans ma famille, voilà, fascinant. On a rétabli un lien avec de la famille, scientifiquement prouvé. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'officiellement c'est interdit de faire des tests ADN en France. Bon, même si tout le monde le fait quand même, ça prouve que c'est une mauvaise loi à mes yeux, puisque une loi quand personne ne la respecte. On peut se poser la question sur l'intelligence de la loi, mais bon. Donc en termes de tests ADN, évidemment tous les papiers ont été savamment détruits, tous les gens ont été massacrés, etc. Donc retrouver des cousins très lointains avec l'ADN, c'est même injuste carrément que des peuples génocidés n'aient pas le droit de faire des tests ADN. Quoi. Finalement, vous interdisez à quelqu'un de trouver son identité intime, sa famille. Quoi. C'est qui la branche paternelle? Je ne sais pas. Oui, mais j'ai une possibilité de tester. Ah non, c'est interdit, tu ne peux pas. Quelque part, c'est injuste pour les peuples génocidés. Pour moi, c'est injuste pour tout le monde d'ailleurs, mais bon, peu importe. Sans m'étendre dans le débat, on se rend compte qu'on a le droit de donner son sang à un laboratoire privé pour faire une analyse de sang, aller savoir ce qui fait que votre sang est de gros résultats. On ne peut pas donner sa salive à un laboratoire privé en France, c'est interdit. Bon, c'est les Américains qui le font, puis ils prennent le marché pendant qu'on fait notre politique de village gaulois. Moi, ce que je voudrais vous recommander, Marie, donc je ne la vois pas, Marie, bon, je le dirai. Ce que je voudrais vous recommander en termes de test ADN, chaque fournisseur de kit a ses avantages, évidemment, ça serait trop simple. Je sais que MyHeritage a une énorme surface publicitaire. Je sais que MyHeritage parle dans énormément de langues, c'est vrai, mais Family Tree DNA, FT-DNA, offre des tests uniques. Je n'ai pas encore trouvé d'autres fournisseurs qui fournissent les tests de Family Tree DNA, je veux dire le test du chromosome Y et le test mitochondrial, alias d'où vient la mère de 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 ma mère. Et pareil pour la ligne patrilinéaire. Il n'y a que Family Tree DNA qui propose ça. Bon, évidemment, il te parle en anglais, quoi. Si vous parlez pas anglais,
un peu plus compliqué, quoi. Mais justement, voilà encore une solution en termes de service généalogique. Nous tous qui sommes dans la généalogie, à donner des conseils sur la généalogie par ADN, quel kit tester, dans quel ordre, pourquoi faire. Et puis, une fois qu'on a les résultats devant vous, je laisse un peu tomber la facette commerciale, où on voit des cartes du monde, où on dit tiens, tu viens par là, tu viens par là. Je laisse un peu tomber cette facette qui est un petit peu trop commerciale à mon goût, mais par contre, pour lire les résultats scientifiques de la correspondance ADN entre personnes sur Terre, et savoir comment contacter tous ces gens quand ils sont à l'autre bout du monde et qui ne parlent pas forcément ni l'anglais ni le français, voilà des choses où on pourrait très bien aider tout son temps qu'on est, et alors particulièrement, encore une fois, dans la généalogie arménienne. Ça nous donne un bel avenir de pouvoir conseiller des gens. Alors maintenant, je vais vous parler de science-fiction. Comment appliquer les métavers à la généalogie? Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un métavers. C'est un univers virtuel en 3 dimensions où les personnes imaginent leur vie, une vie parallèle. C'est déjà en place, hein, il y a cette idée de l'État qui est en place. Alors, appliquer à la généalogie, ça donnerait par exemple de pouvoir créer un modèle 3D d'une ville au début du XXe siècle, par exemple. Alors, je prends cette époque-là parce que c'est, je pense, la période qui pourrait être la mieux documentée. On peut retrouver dans les archives, par exemple, des plans d'immeubles. On peut aussi se prendre comme source les cadastres et les photos anciennes, les cartes postales, pour aider donc à cette numérisation d'une ville comme elle l'était en fait au début du siècle. L'avantage aussi, nous, pour les Arméniens, de reconstruire une ville virtuelle au début du siècle, c'est de la reconstruire justement avant le génocide, avant que donc les quartiers aient été abandonnés ou détruits. Ensuite, on imagine toujours donc ce monde virtuel avec les techniques donc, de transformation d'images qui sont utilisées par exemple par MyHeritage pour animer les photos 3D. On peut imaginer donc à partir d'une photo d'un ancêtre, de l'animer et d'en faire un avatar dans ce monde virtuel et de le placer à l'adresse où il aurait vécu à cette époque. Alors quel est l'intérêt pour la généalogie? Eh bien, on pourrait se poser des questions en fait à partir de l'immersion en fait de l'ancêtre dans son milieu, je dirais, originel. On pourrait se poser des questions, mais sa maison, ok, j'ai reconstruit sa maison, mais quels étaient ses meubles, quels étaient ses outils s'il était artisan, quels étaient ses objets de sa vie quotidienne. Ces objets, soit on en a hérité, et ça dort au fond d'une grange, et on pourrait donc les recréer dans ce monde virtuel. Soit on pourrait donc inventer, on pourrait donc se renseigner, creuser un petit peu pour savoir donc, justement quels étaient les outils, quels étaient l'ameublement qu'il y avait à cette époque-là, pour pouvoir les recréer au mieux dans ce monde virtuel. En plus de l'immersion en fait de l'ancêtre dans son milieu originel, généralement nous on fait la généalogie de nos ancêtres, de voir de sa famille. Mais il y a tellement de choses à faire qu'on ne pense pas généralement à faire la généalogie de son voisin. Et dans cet univers parallèle, s'il y a suffisamment de monde, de généalogistes qui y vont, on pourrait en fait retrouver les voisins de notre ancêtre, de ce monde virtuel.
Donc c'est de la science-fiction, mais en fait, c'est une histoire de moyens et de volonté. Parce qu'en fait, toutes les technologies sont déjà présentes pour pouvoir y arriver. De la science-fiction peut-être aujourd'hui, mais qui nous donne un bel avenir pour la suite. Et toujours en termes d'avenir, il y a une question qu'il faut qu'on se pose tous ensemble, parce qu'on est tous des généalogistes, c'est l'accès aux archives. Alors je ne vais pas vous parler des accès aux archives du Caire, mais même des accès aux archives en France, pour commencer simplement les choses. Là aussi, il y a certainement des choses sur lesquelles on peut aider, nous, des généalogistes, soit aider à numériser, soit aider à fluidifier. Vous avez des grandes métropoles qui ont par exemple numérisé en intranet, c'est-à-dire qu'il faut aller dans la salle de lecture pour avoir sur leur écran tout un tas d'informations diffusables, hein. Mais ils ne les mettent pas en accès sur Internet, quoi. C'est dommage pour toutes les personnes qui sont en situation de mobilité réduite, qui habitent loin, en zone rurale, etc., voire même à l'international, quoi. C'est très dommage que certains centres d'archives en soient toujours à dire bon, il faut venir en salle, c'est pas tous, hein, évidemment, mais il faut venir en salle de lecture pour lire, quoi. C'est pas très écologique d'ailleurs, mais ça existe encore, quoi. En respect des droits de diffusion, bien entendu, hein, je ne dis pas. Mais rien qu'en termes de droits de diffusion, il y a le délai de communicabilité, je prends les actes de décès, c'est les plus courts dans le temps. Les actes de décès, bon, on peut les voir en salle de lecture quasiment instantanément. Évidemment, il y a toute une inertie, mais il n'y a pas d'opposition majeure. Pour les diffuser sur Internet, il faut attendre plutôt 25 ans, par exemple. Oui, rien que ça, on a le droit, nous, généalogistes, de se poser la question. Ça vient d'une histoire, c'est pas arrivé là par hasard. Mais pourquoi cette espèce de, c'est le mauvais mot, veuillez m'excuser, mais pourquoi cette espèce de vue du néophyte, pourquoi ce secret de polichinelle? Pourquoi si je viens en salle de lecture, j'ai accès à l'information, mais si je veux le mettre sur le web, je ne peux pas le mettre sur le web. Quelque part, c'est même antinomique pour certains, parce que ça veut dire qu'en local, là où on a eu la chance peut-être de connaître ces gens-là, on peut venir se renseigner, avec tous les potins potentiels, bien sûr, mais les gens qui sont loin, à l'autre bout du monde, qui eux ne peuvent pas faire de potins, etc., ils n'y ont pas accès, quoi. Pourquoi il y a cette histoire de droit de... Pourquoi on ne pourrait pas dire le délai de diffusion, c'est le même que le délai de communication? Ça a une explication, hein, tout ça. Bien sûr, c'est pas arrivé comme ça par hasard. Mais voilà pourquoi, si je mets en salle, je vois tout, et si je vais derrière mon écran, moi qui suis... Je parle de ça parce que dans ma famille, mon père était d'une très grande handicapé, voilà, les deux jambes coupées. Pourquoi il n'avait pas le droit d'accéder à cette culture? Il aurait fallu qu'il aille en salle de lecture. Mais quand on pense à ça, c'est bizarre, quoi. Alors je sais qu'il y a une explication, mais c'est quand même bizarre ce double secret, ou c'est secret et on ne le met pas en salle de lecture, pour personne, ou c'est pas secret, alors on le donne accessible à tout le monde, quoi. L'exemple des actes de décès, je pense, est mal choisi, parce qu'ils ne sont pas versés. L'état civil n'est pas versé instantanément aux AD. Oui, je disais que l'exemple des actes de décès est mal choisi parce qu'ils ne sont pas versés aux AD instantanément par les mairies ou par le greffe du tribunal. C'est au bout d'un certain temps. Donc, il y a d'autres cas que ce que vous citez. Mais l'acte de décès n'est pas le bon exemple. Mettons, il y a d'autres cas, mais concrètement, si on prend l'acte de décès, mais il y a bien, mettons que ce ne soit pas le bon exemple, l'acte de décès, il est normalement communicable rapidement. Il y a des phénomènes d'inertie, on est bien d'accord, il faut que ça arrive jusque dans les centres d'archives. Mais je ne parle pas
du problème de fluidité, de délai de versement. Je ne parle pas de cet aspect-là. Imaginons que par magie, l'acte de décès, le lendemain, soit dans les centres d'archives municipales, peu importe. Bon, ben, je peux aller le voir directement, puisque c'est un acte de décès, voilà, c'est immédiatement diffusable, c'est pas ballon, hein, je n'invente rien, même si j'ai aucun rapport avec cette famille. Mais par contre, si je veux le diffuser sur Internet, il faut attendre par exemple 25 ans, peu importe la durée. Non, mais voilà, il y a ce genre de questions qu'on peut réfléchir. Je ne dis pas qu'il y a tort ou qu'il y a raison, mais on a le droit de se poser des questions. Il y a toujours une bonne raison à tout, et le gouvernement, les lois ne sont pas faites n'importe comment. Si vous avez en salle de lecture, si vous trouvez par exemple l'acte de naissance de ma mère en salle de lecture, vous la trouverez, mais il y aura 3-4 personnes qui s'intéressent. Si vous le mettez en ligne, vous avez des millions de personnes qui pourront faire des fichiers, etc. C'est pour cette raison-là que en ligne, toute chose en ligne, et donc communicable au monde entier, n'importe qui peut avoir accès très facilement, c'est pour restreindre l'accès à la... c'est pour défendre la vie privée. Oui, enfin, on va pas s'étendre sur le débat parce qu'il y a plein d'autres diapos, enfin, on arrive à la fin, mais bien sûr, tu as raison, mais pour défendre entre guillemets, parce que n'importe qui va en salle de lecture et le voit. Et puis une fois que je l'ai vu, je peux le diffuser, pas sur le web, hein, mais je peux l'envoyer à des personnes bien ciblées cette fois-ci. J'ai vu l'acte de décès de ta maman, et puis ça, je ne l'envoie pas sur Internet, mais je l'envoie à des gens qui vont foutre le bazar. C'est ce que j'appelle un demi-secret, pour ne pas dire un secret de polichinelle. Pourquoi les locaux seraient, eux qui ont justement la potentialité d'avoir des histoires, des potins, pourquoi les locaux ils y ont accès et les personnes à mobilité réduite ils n'y ont pas accès? Ou c'est interdit pour tout le monde, ou c'est autorisé pour tout le monde, quelque part. Ça paraît injuste. Bon, on va continuer, on en parlera après. De toute façon, oui, ce qu'a dit tout à l'heure monsieur, la fluidité des versements, ça aussi c'est une question. C'est mal connu. On ne connaît pas tous, y compris les néophytes, ne connaissent pas tous les périodes de versement dans les centres d'archives. La politique de versement. Et donc, quelqu'un qui arrive dans un centre d'archives, il ne trouve pas l'acte. Ah, bon, ils n'ont pas l'acte, ils repartent l'eau en se disant, et il ne sera jamais. Alors qu'en revenant après versement suivant, il peut trouver l'acte. Vous voyez, cette politique est mal connue. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'afficher en salle de lecture? C'est une proposition, hein. Je ne dis pas que ça va tout régler. Et puis de toute façon, comme on l'a dit au tout début lundi, de créer des partenariats avec des centres d'archives, que ce soit les archives municipales, départementales ou même l'état civil, de créer des partenariats, ça nous permettrait de les aider à numériser, à apprendre à se connaître, à avancer ensemble, quoi. Ça serait une meilleure démarche, à mon avis, pour sortir un petit peu de l'entre-soi entre spécialistes. Et puis alors, un truc qui intéresse toutes les associations de généalogie, normalement, en plan comptable, il faut aussi qu'on en parle. Quelque part, la culture n'est pas à l'identité du sport, si on regarde bien les choses. Et non, pas du tout. Parce que si on était dans des associations de sport, et qu'on passe du temps, non pas à faire des collectes, etc., on passerait du temps à former des jeunes à l'escrime ou des choses comme ça, ou à tutorer des gens, on pourrait être indemnisé officiellement, validé par la Fédération française de sport. Je pourrais dire, bon ben voilà, j'ai formé sur la descente en escalade, même théoriquement, et j'ai formé pendant 30 heures ce mois-ci, et la Fédération française de sport, ah ben oui, Boros, il a formé sur 30 heures, est-ce que c'est reconnu par la Fédération française de sport? Oui, c'est reconnu. Ah ben non, alors Boros, il aura le droit de prétendre à toucher, à demander, à être facturé des heures, je ne parle pas de dédommagement de transport, à facturer, mettons si c'est 1 euro de l'heure, peu importe, j'aurai 30 euros. On ne peut pas faire ça dans la culture, ça nous est interdit. La Fédération française de généalogie n'est pas habilitée à valider la formation en arménien, je ne sais pas, ou en généalogie arménienne de Riga. La Fédération
française de généalogie peut être tout à fait d'accord avec nous sur ce qu'on fait, etc., que c'est vraiment de la formation. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas agréé par l'État. Donc on n'a pas le droit de le faire. Alors que dans le sport, ils ont le droit de faire ça. Et alors, deuxième coup, très intéressant, ben, si le formateur renonce dans un esprit purement bénévole, d'association, parce que c'est bien de ça dont on parle, hein, on va pas partir dans le business non plus, restons dans notre credo. Ben, si le formateur de l'association de sport renonce à ses indemnités, comme il fait un don officiel à l'association, son association affiliée, ben, quelque part il a droit à des déductions fiscales. Donc vous voyez, deuxième avantage. Non seulement le bénévole formateur a des avantages fiscaux, mais en plus l'association, elle, par ses histoires de renonciation, etc., et elle peut comptabiliser ça dans sa comptabilité à proprement parler, quoi. Nous, dans la culture, on n'a pas cette chance-là. Ça serait intéressant que l'on regarde avec notre fédération de voir comment mettre ça en place. Par exemple, je ne dis pas que c'est facile, ça ne dépend pas que de nous, mais oui, de toute façon, il y a quelque chose qui est injuste. Non, là je m'oppose à ce que tu viens de dire. Il est parfaitement possible de faire ce qu'on appelle des abandons de frais. Ça correspond à ça. Ces abandons de frais, d'ailleurs, c'est ce que personnellement je fais et beaucoup d'entre nous font. Ça nous permet d'avoir l'année suivante une déduction qui doit être de l'ordre de 60% du montant en question. Moi, c'est ce que je fais tous les ans, c'est ce que je vais faire cette année. Pour des hébergements, par exemple, lors de déplacements, on ne comprend pas la chose. Évidemment, il faut une trace écrite, il faut une structure écrite, mais ça marche très bien, et ça, je le fais depuis des années. Alors, je te remercie parce que ça prouve que j'ai mal expliqué ce que je voulais dire. Merci. Je ne parlais pas du tout de ça. Dieu merci, on a tous droit à ça, encore heureux. Là, tu parles typiquement de frais d'essence, de frais d'hôtel, de frais de transport. Ça, heureusement qu'on nous l'a pas retiré, il manquait plus que ça. Non, je parle des heures de formation. Si tu formes, toi, demain, quelqu'un sur la généalogie dans ton association, tu pourras l'imputer comptablement nulle part. Tu n'as pas le droit de le faire. Si jamais tu reçois une somme d'argent à ce titre-là, tu le sais très bien, au point de vue du plan comptable, tu es susceptible d'être redressé pour salaire déguisé. Là, le fisc, il sait très bien faire ça. Donc, c'est de cette valeur ajoutée-là que je parle. Si on fait de la formation, c'est en pur don, certes, mais on ne peut même pas le valoriser. Voilà, comme action concrète, c'est pas avec ça qu'on va devenir milliardaire, évidemment. Mais, vous voyez, donc, je te remercie de ton intervention, je n'avais pas été clair. C'est les heures de formation, de tutorat, d'enseignement, d'accompagnement des jeunes. Vous vous rendez compte, la manne qu'il y a là derrière, tout le temps qu'on passe à expliquer à des jeunes, y compris des jeunes stagiaires qu'on peut prendre dans des écoles, comme nous on fait. Ben voilà, on n'a pas le droit de comptabiliser ça du tout, alors que dans le sport, ils ont le droit de le faire. Et proprement, hein. C'est pas un tour de passe-passe. Ça serait bien que notre Fédération française de généalogie regarde ça avec nous. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Puis, entre nous, ça ne dépend pas que de la Fédération, bien évidemment. Hein. Il faut aussi arriver à convaincre, par exemple, du côté du ministère de la Culture. Pas, à la limite, on est tous d'accord dans cette salle pour parler d'un débat. Il faut aussi que le ministère de la Culture soit d'accord. Mais vous voyez que nos associations ont du mal à vivre, y compris avec les numérisations, les changements à toute vitesse, les bénévoles qui arrivent et qui collectent un petit peu moins parce que voilà, le monde va vite. Nous, quand on les forme, on ne peut même pas être considéré, alors que ça existe pour le sport. Pourquoi le sport serait mieux que la culture? Oui. Non, en plus, c'est pas tous les sports, oui. On est une association de randonnée, on est animatrice de randonnée, on forme des gens, on fait partie d'une fédération française de randonnée. Et moi non plus, je suis trésorière dans une association de randonnée, auprès de la Fédé. Et les frais de l'animateur, je peux vous dire qu'ils ne sont pas remboursés non plus. Bien sûr, ça me fait encore plus plaisir. Ce que vous dites, ça renforce les choses. Il y a vraiment des niches. Alors, il faut vraiment être affilié.
il y a plusieurs étapes. Quand on regarde la loi, c'est assez bien ficelé, évidemment. Il ne suffit pas d'être une association de sport, le randonnée, de bon sport d'ailleurs, ça ne suffit pas. Il faut être agréé aussi, y compris du côté de la Fédération française de sport, mais pas que, évidemment. Mais vous voyez, il y a au moins des axes possibles. Nous, dans la culture, no way, go out. C'est systématique. Enfin, c'est des sujets qui semblent importants pour arriver à avancer ensemble et donner un rayonnement différent à nos associations de généalogie. Parce que, bon, ben voilà, la comptabilité, ben, comme dit l'autre, ça compte. Et en parlant de ça compte, le temps compte et tourne. Donc, on va s'arrêter là, dans un premier temps. Tenir à vous remercier pour votre écoute. Vous le voyez, la généalogie arménienne a plein d'idées, mais je suis sûr qu'ils peuvent s'appliquer à pas mal d'associations, qu'elles soient dans le génocide ou pas, Mexique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en vois déjà deux. Bonjour, on va reparler de généalogie. Je m'occupe aussi des fonds, mais j'ai trouvé un acte de mariage improbable. Donc je suis universitaire. C'est au milieu, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mère. Donc c'est improbable. Et j'ai trouvé une cousine patronymique éloignée, fille d'épicier. Il faut parler très près du micro. Il faut parler dans le micro. Très fort. Ouais. Et donc, j'ai trouvé une fille d'épicier dans le centre de la Nièvre qui a épousé un étudiant médecin de Paris, Arménien, dans les années 1890. Je me demande encore comment ça peut se faire. Et dans l'acte de mariage, j'ai découvert que les parents venaient Adana en Turquie. À l'époque, c'était l'Empire ottoman, puisque le mariage date de 1890. Donc, ce qui m'a intéressé, j'ai le nom des parents du marié, qui sont encore dans l'Empire ottoman. Ce qui m'a intéressé, c'était de rechercher la descendance. Mais comme tout Arménien, il a pris femme et il est parti avec. Je n'arrive pas à le retrouver. Est-ce que vous avez une solution ou est-ce qu'il y a la possibilité, en donnant un nom de famille arménien, je suis du mal à comprendre d'ailleurs, est-ce qu'on peut le tracer? Notre généalogiste, comme on a dit. Alors oui, bon, alors, historiquement, oui, il y avait des écoles, donc, enfin, les Arméniens venaient se former en France, l'élite arménienne venait se former en France, et surtout à Paris, où il y avait une communauté donc, à Paris d'Arméniens, d'étudiants arméniens, et même aussi des étudiants ottomans, des Turcs. Les élites donc, venaient se former dans les universités françaises et après rentraient normalement dans leur pays pour mettre en place en fait des réformes au niveau de leur pays, et ce qui a conduit en fait finalement à la révolution et le renversement du sultan arménien et la mise en place de la République en Turquie. Après, pour répondre plus spécifiquement à votre question, il faut qu'on ait les informations pour pouvoir tracer. C'est vrai que c'est des recherches assez compliquées et chaque cas est différent. Vous avez notre adresse de contact là pour nous écrire et si vous prenez le QR code. Donc j'en continue une précision. Donc je suis content de savoir en fait qu'il y a au moins un cercle pour lequel les analyses génétiques sont très importantes, puisqu'il n'y a pratiquement plus de documents. Non seulement pour rectifier, il n'y a pas que Family Tree DNA qui fait des tests à 3 sur les 3, qui fait sur les. Il y a également Living DNA en Grande-Bretagne, et il est vrai que sur GeneaNet, donc en Ancestry, et sur
MyHeritage, il n'y a que des tests autosomiques qui prennent. Voilà. Donc, alors, les trois sont importants, parce que vous allez dire que la règle, le chromosome Y est très important, mais il faut les trois, puisque si vous voulez avoir accès aux ancêtres, par exemple aux ancêtres de votre grand-mère paternelle ou de votre grand-père maternel, il faut absolument avoir fait des tests autosomiques, à moins de faire des tests par des gens qui descendent de cela. Mais tu as raison, il y a toute une stratégie pour faire les tests. Les gens choisissent un peu au hasard, y compris au niveau du prix. J'ai parlé de ces spécificités patrilinéaires et matrilinéaires, d'abord parce que très peu sont ceux qui en font de ce type de tests pour les faire ressortir du lot, et puis surtout parce que leur qualité est extrêmement intéressante. Le chromosome Y ne change pas de génération en génération, alors que toute la partie autosomale, comment je vais dire ça en termes de ça, je me méfie parce que mon fils il est chercheur dans ce domaine-là. Oui, voilà. À chaque fois qu'un enfant naît, il récupère 50% du patrimoine génétique de son papa et 50% de sa maman. C'est mécanique, on ne peut pas faire autrement. Et lui-même, cet enfant, quand il va donner naissance, il y aura encore division par 2 du patrimoine génétique. Donc plus ça va, plus la soupe est mélangée, ce qui complique beaucoup, dans l'état actuel de nos connaissances, ce qui complique beaucoup la précision de ces tests autosomaux qui s'intéressent à toutes les cousinades possibles. Alors que le test du chromosome Y, réservé aux garçons évidemment, mais le test du chromosome mitochondrial, que n'importe qui peut faire, pas que les garçons, heureusement, ça vous donne des résultats qui varient très peu de génération en génération. J'ai découvert comme ça des choses extrêmement intéressantes dans ma famille en faisant ces 2 tests. Et quand vous faites un test du chromosome Y, vous allez dire, mais attends, tu viens de me dire, si je t'ai écouté, que ça vient du père, du père, du père, du père, du père. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ce match, cette correspondance génétique, mais il n'a même pas le même nom que moi de famille, pourtant c'est que des mecs. Donc là, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, mais parce qu'il y a des gens qui changent de nom, et particulièrement chez les Arméniens. L'étude des noms arméniens est quelque chose d'extrêmement sophistiqué, ça serait trop simple. Hein, si les garçons gardaient toujours le même nom, ça serait même pas marrant. Donc, et puis, sans même parler des Arméniens, il y a des gens qui sont adoptés, ils ne le savent pas. Et puis il y a des gens qui changent de nom volontairement. Donc, vous voyez, là, il ne faut pas dire, oh, c'est encore une erreur du laboratoire. Non, c'est vraiment quelque chose de phénoménalement intéressant pour tout le monde, alors particulièrement pour les peuples génocidés. Il y a d'autres questions? Oui. J'ai une proposition. Tu as parlé tout à l'heure de généalogie avec les enfants. Outre ma casquette de trésorier de la fédération, je suis mon vice-président des jeunes à la généalogie. Nous intervenons par exemple aux archives diplomatiques avec des écoles, des enfants des communes comme Courneuve ou Bervilliers. Il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration. Donc il y a peut-être un partenariat ou des idées à travailler ensemble entre Riga et les jeunes à la généalogie. Voilà, c'est bien. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. La transmission aux enfants, c'est l'avenir de la généalogie en général, bien évidemment, au-delà des valeurs transgénérationnelles que ça véhicule. Oui, bien sûr. J'avais noté, dès que je suis arrivé lundi, oh, D'autres questions? Merci d'écouter nos petites questions toutes simples. J'habite à Brest. Plus près du micro. J'ai essayé de contacter une association arménienne. Il y en avait une. J'aurais même déposé un petit mot. J'ai jamais eu de réponse, donc je voulais savoir si quelqu'un ici dans la salle ou d'autres personnes pouvaient m'enseigner pour que je puisse rentrer en contact avec une association arménienne. À Brest. À Brest, même. D'autres questions? S'il n'y a plus d'autres questions,
Je vais remercier nos 3 conférenciers et je vais de la part de la fédération, leur remettre un petit souvenir à chacun d'entre eux de leur conférence. Merci encore. Et puis donc la prochaine conférence qui sera la dernière de cette semaine, c'est donc le professeur Jacques-Olivier Boudon à 17h sur les... Bon, je ne sais rien. Mais du coup, il va aussi faire. Professeur Jacques-Olivier Boudon à 17h sur le menuisier, dont je voulais dire Martin, voilà, merci. Je me suis un peu perdu. À tout à l'heure. Par exemple, des frais de restaurant, si quelqu'un nous dit, j'abandonne, voilà, on ne peut pas abandonner. Ça, là, il y a eu une réforme récemment, il y a eu, alors, je travaille avec une expertise, un cabinet d'expertise française, il y a ça parce que vous avez ah oui, alors justement, nous, on va essayer de faire un texte sur les ça soit, il faut... Et alors, les indemnités kilométriques, c'est pareil, apparemment, il y a plein de plus bas que le fiscal, voilà. Si j'ai la date. Voilà, exactement. Ça aussi. Et voilà, pareil. Oui, tout est sur les petites, tout est sur les petites références. Moi, je vais les chercher parce que justement, dans le travail avec les petits carrés à la fin de l'année, et pour chercher de l'arrière, on met ces petits bouts, voilà. Et les gens ne sortent pas, et même dans ma il faut être sûr. Mais il faut qu'il y ait. Alors, si c'est les années. Non, mais. Oui, bah, vas-y, vous expliquez à l'EPA.
verrouiller ça, monsieur. Le 25 Non, ans, cette association a dit oui. Non, mais il y a un On exemple. rembourse, il y a des gens qui abandonnent, qui ne sont pas remboursés. vous voyez. Ah oui. Et nous, par exemple, la carte d'habitant, Avec ce qu'on fait ressources, ils sont visibles d'avance à peut abandonner la moitié de la Qui carte. découvre ça ou c'est même C'est en plus, c'est à partir de 36, là, c'est le alors qu'à Dijon, c'est consultable, au moins 46, peut-être 50. Non, mais restons, on Non, refuse pas, on si, va oui. manger à ils sont là, mais ils sont visibles. café, à Cagny, là, ouais. Les recensements, ceux qui sont Oui, bon, alors peut-être un SIA, ouais, après, Je vais passer l'information. mais il suffit de vous dire que ce soit fait du tout, même les ASM Que la mesure 46 était consultable. Oui, mais ça, c'est pourquoi Là, le directeur, c'est le plus possible. oui, mais ça règle nous, oui, on a là, on a Nous, ils étaient pas en avance à une époque sur beaucoup de choses. ceux qui apparaissent grisés sont nous, les femmes Annie a fait aller rencontrer quelqu'un. si tu n'en as aucun grisé, tu n'en as aucun chose. Elle est logique, mais là, ça Quand j'ai posé la parce question, qu'il n'y a pas d'obligation. C'est pas. Voilà, on dit attention, Vous voyez ça, j'ai acheté ça. oui, alors ça, oui. Ah bah oui, évidemment. Ça c'est normal parce que Alors ça a profité à toute l'association. Oui, c'est du matériel. Et alors par contre, dans les comptes, C'est pas la même chose que de mettre. l'ancienne trésorière, elle mettait à la fin on dépensait en recette avant le créant. Elle a décidé de détailler. Mais admettons que vous faites rembourser, mais ça représente quand même des dépenses pour l'association. Et c'est intéressant de voir la réalité de la gestion. Quand tu achètes le Et matériel, même faire les budgets. tu achètes le matériel dans l'association. Ouais, je vais faire la facture. Oui, ben là, oui, oui. Et après, c'est bon, tu te fais Mais pour rembourser. moi, une réalité de ce que on a moins d'informations. En tout cas, mais ça serait bien d'informer toutes les associations, parce qu'il y en a qui sont on pourrait presque faire un petit ouais, par l'intellect, voilà, un petit, justement, là, parce qu'il y a une réforme, là, sur les livres, maintenant, il faut faire des comptes, on doit déclarer le nombre de reçus, c'est nouveau. Et bah, oui, ça, je n'ai pas d'informations là-dessus, ça me pourrait être aujourd'hui. Parce qu'en plus, c'est avant le 31 décembre pour déclarer les c'est décalé. C'est pas très clair. Ouais, mais ça serait bien de faire un petit étude. Ouais. Oui. Non, parce qu'à Lyon, c'est nous, maintenant, à contrario, nos nombres de reçus. C'est parce qu'on n'a pas eu, parce que c'est nous. C'est à cause de la loi, machin, qui les appelle ça. C'est un peu pour serrer la liste d'associations bizarres. Ouais, c'est bon. Ils resserrent. À Dijon, c'était électoral, j'ai consulté des